Plongez au cœur de l'histoire pour trouver un sommeil paisible. Mais d'abord, un petit clic sur le bouton « J'aime » et un abonnement à la chaîne, car bientôt, la fatigue aura raison de vos dernières forces. Fermez les yeux, le récit débute. L'imaginaire collectif associe souvent la plus grande catastrophe ayant frappé notre planète à l'apocalypse qui a rayé les dinosaures de la carte. Chacun connaît cette chronique dramatique. Un astéroïde colossal transformant le ciel en une pluie de feu, suivi d'un hiver sans fin qui mit un terme définitif au règne de ces géants. Pourtant, un fait bien moins médiatisé, et pourtant d'un paradoxe saisissant, demeure. L'extinction la plus massive, celle qui a quasiment anéanti toute vie sur Terre, s'est produite bien avant leur apparition. Il y a un impressionnant 252 millions d'années, avant même qu'un premier dinosaure ne foule le sol planétaire, la Terre avait déjà connu sa propre version de l'apocalypse. En ces temps immémoriaux, le monde n'était pas dominé par les dinosaures, mais par des formes de vie radicalement différentes, parfois même chimériques. Sur les étendues illimitées des terres, les gorgonopsiens, des créatures massives, hybrides imposants entre le rhinocéros et le reptile, évoluaient avec majesté, tandis que dans les cieux, des libellules géantes, dont l'envergure égalait celle d'un aigle contemporain, régnaient sans partage. C'était une biosphère complexe, d'une stabilité étonnante et florissante, mais elle était vouée à être presque effacée de la surface de la Terre. La soi-disant grande extinction du Permien, déclenchée par une série inouïe d'éruptions volcaniques colossales sur le territoire de l'actuelle Sibérie, provoqua la disparition de plus de 90% de toutes les espèces marines et d'environ 70% des vertébrés terrestres. La planète suffoquait littéralement sous des nuages suffocants de gaz toxiques, et les océans, jadis foisonnants de vie, se transformèrent progressivement en zones mortes et acides. Cet événement fut une sorte de redémarrage planétaire, une stérilisation quasi totale de tout ce qui respirait. Et voici le paradoxe fondamental. C'est précisément cette tragédie monstrueuse, cette catastrophe sans précédent, qui a libéré l'espace vital et créé des conditions absolument uniques pour l'essor ultérieur des dinosaures. Ils accédèrent à leur trône évolutif, non pas dans un monde foisonnant et luxuriant, mais sur les ruines fumantes d'une ère précédente, presque oubliée. Ils ne furent pas des pionniers, mais plutôt les architectes d'un nouvel empire, érigé sur les fondations de cendres et d'oubli. Aussi, le récit qui va suivre ne sera pas une simple énumération d'espèces anciennes et de leurs tailles impressionnantes, et encore moins un documentaire du type « Au temps des dinosaures ». Ce sera une épopée dramatique sur la survie à la limite du possible, une prise de pouvoir grandiose et une réécriture des règles de la vie sur une planète entière. Nous serons les témoins privilégiés de la manière dont la vie, au seuil d'une extinction quasi totale, a non seulement trouvé en elle la force de se régénérer, mais a également engendré les créatures les plus grandioses et les plus terrifiantes que la Terre ait jamais connues. Nous découvrirons comment, de l'ombre de l'oubli, ont émergé des êtres modestes, agiles et, au début, totalement insignifiants, qui, exploitant un ensemble unique d'avantages évolutifs, de la structure particulière de leur bassin à un système respiratoire perfectionné, ont réussi à s'emparer de la domination du monde entier et à la conserver pendant un stupéfiant 150 millions d'années. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un thriller évolutif captivant, une véritable saga géopolitique à l'échelle planétaire, où les continents se déplacent sans relâche, le climat subit des transformations radicales, et où le droit même à la domination sur la vie est en jeu. Ce qui sidère le plus dans ce tableau grandiose, ce n'est pas tant le triomphe ultérieur de ces créatures que l'audace inouïe du dessein même de l'évolution. Imaginez un instant un monde ayant traversé une stérilisation ignée et toxique, un monde devenu presque une toile vierge avec une atmosphère empoisonnée et un climat instable, imprévisible. Et sur cette toile dévastée, seuls quelques groupes de survivants entament leur course désespérée à la survie.
Parmi eux se trouvent des créatures agiles, nerveuses, de petite taille, qui deviendront plus tard les ancêtres des dinosaures. Elles ne ressemblent en rien à de futurs rois ou souverains. Au premier abord, elles rappellent davantage des opportunistes, des profiteurs, fourmillant au milieu des débris d'une civilisation déchue. Mais c'est précisément dans leur anatomie, dans leur métabolisme unique, que fut déposée la clé invisible de leur future domination. Voir en ces modestes êtres, pas plus grands qu'un chien, le prototype du tyrannosaure colossal ou du brachiosaure majestueux, c'est comme contempler le premier transistor, à peine scintillant, et imaginer l'ordinateur le plus puissant capable d'exécuter des milliards d'opérations par seconde. Ce récit est celui d'outsiders à qui l'ancien monde n'accordait pas la moindre chance et qui, finalement, sont devenus les souverains absolus et incontestables d'un monde nouveau. Et pourtant, qu'est-ce qui pousse la vie dans son aspiration incessante, non seulement à survivre, mais à renaître, atteignant des sommets inimaginables, même après que tout semblait perdu. Aussi, je vous invite non pas à être un simple observateur, mais à devenir un acteur actif d'une enquête intellectuelle, une sorte de détective paléontologique. Nous ne nous contenterons pas d'un survol superficiel de belles reconstitutions. Au contraire, nous plongerons sous le capot de ces créatures étonnantes pour saisir la logique interne et profonde de leur succès phénoménal. Nous décortiquerons minutieusement leur anatomie, comme s'il s'agissait d'une ingénierie complexe, et leur physiologie, comme un logiciel unique, leur ayant permis de prospérer là où d'innombrables autres formes de vie ont complètement échoué. Ensemble, nous suivrons les traces méticuleusement gravées dans la pierre pour répondre non pas à la question banale du « quoi », mais aux bien plus profondes questions du « pourquoi » et du « comment ». Comment descendre de la plus grande catastrophe biologique de l'histoire de notre planète, est née la dynastie la plus prospère et incroyablement durable de l'histoire de la Terre. Cette fascinante enquête commence maintenant. Imaginez que nous puissions voyager dans le temps, 252 millions d'années en arrière, à l'aube même du Trias. La première chose qui nous bouleverserait au plus profond de notre être, c'est l'étrangeté absolue, presque hostile, de ce monde. Oubliez tout paysage et tout son qui nous sont familiers. La sensation prédominante serait l'asphyxie. L'air y était raréfié et dramatiquement pauvre en oxygène. Chaque inspiration serait un effort colossal et le cœur se mettrait à battre frénétiquement, tentant de gorger le sang de ce qui était presque inexistant. L'atmosphère n'était pas imprégnée des effluves de vie et de fraîcheur, mais des lourdes odeurs d'une agonie planétaire. C'était un cocktail dense et suffocant, dans lequel se mêlait l'odeur âpre, coupante comme du verre brisé pour l'odorat, des composés soufrés, vestiges de l'enfer volcanique récent, et le goût âcre, métallique, presque stérile de l'ozone, engendré sans cesse par les orages secs et infinis au-dessus d'une terre incandescente. Et sous vos pieds, point de sol fertile, mais une poussière infime, rougeâtre comme la rouille, qui s'élevait dans l'air au moindre souffle de vent. Elle sentait la pierre incandescente et une antiquité à vous couper le souffle. Pourtant, visuellement, le monde offrait un spectacle de dévastation et de monotonie. L'horizon se perdait dans une brume chaude et tremblante, et un soleil blafard, hostile, inondait tout d'une lumière crue et aveuglante, dont il était impossible de se détacher. Le paysage sonore était dominé par une symphonie unique de silence, un silence assourdissant, presque physiquement oppressant, d'un espace vaste et dévasté. Il n'était presque jamais rompu par le chant joyeux des oiseaux ou le bourdonnement d'innombrables insectes. Seul le sifflement continu et mélancolique du vent, circulant sans entrave sur les plaines infinies du supercontinent unique, la Pangée, et le craquement rare et sec des éclairs quelque part à l'horizon, venaient perturber ce silence omniprésent. Le seul son de vie que l'on pouvait entendre
était le grincement pressé et nerveux de petites griffes sur la pierre, lorsqu'une petite créature ressemblant à un lézard traversait à toute vitesse de l'ombre parcimonieuse d'un rocher à l'autre. C'était un monde ayant survécu à la fin des temps, un monde qui réapprenait à respirer, douloureusement, mais avec persévérance. Pour survivre à cette dure réalité, il fallait suivre à la lettre 3 lois non écrites, 3 codes fondamentaux qui étaient littéralement inscrits dans l'ADN même de la nouvelle ère. Le premier et le plus important de ces codes est l'efficacité impitoyable. Dans des conditions de pénurie extrême d'oxygène et de ressources alimentaires très limitées, l'énergie est devenue la monnaie principale, sinon la seule, de la survie. Chaque mouvement, chaque inspiration, chaque battement de cœur devait être le plus économique et le plus calculé possible. Toute créature gaspillant des calories était vouée à une mort rapide et inévitable. C'est pourquoi l'évolution a misé sur une architecture corporelle radicalement nouvelle. Les membres des animaux ont commencé à se déplacer de la position latérale du corps à une position strictement sous le corps, passant de béquilles maladroites à des colonnes de support très efficaces. Cela n'a pas seulement changé la démarche, ce fut une véritable révolution biomécanique qui a permis de réduire radicalement les dépenses énergétiques liées à la locomotion et par conséquent a ouvert la voie à une endurance sans précédent. Mais ce n'est là que le premier des changements révolutionnaires. Quels autres avantages cachés recelait la course évolutive qui a transformé ces humbles survivants en maîtres incontestés du nouveau monde? Le deuxième code essentiel déterminant la survie est l'universalité, ou, pour appeler un chat, l'opportunisme pur. Dans un monde constamment instable et en perpétuel changement, la spécialisation étroite est devenue de fait une condamnation à mort. Les espèces qui se nourrissaient strictement d'une seule sorte de plante ou chassaient exclusivement un seul type de proie étaient vouées à disparaître en même temps que la disparition de leur unique source de nourriture. Les vainqueurs de cette course impitoyable furent une sorte de mauvaises herbes biologiques, des créatures capables de se nourrir absolument de tout ce qui leur tombait sous la patte et de vivre dans pratiquement toutes les conditions. Le lystrosaure en est l'exemple le plus frappant. Cette créature herbivore, maladroite, ressemblant à un tonneau sur 4 pattes, possédait un bec corné au lieu de dents complexes. Il n'était ni particulièrement fort, ni d'une vitesse impressionnante, mais son incroyable résistance et sa totale indifférence quant à ses préférences alimentaires lui ont permis de devenir le vertébré le plus répandu sur toute la planète, un véritable symbole vivant de la survie à l'époque du chaos total. Et enfin, le troisième code est la vitesse et la réaction fulgurante. L'ère des géants lents et blindés a disparu sans retour avec leur monde. Désormais, l'avantage incontestable était du côté de ceux qui étaient plus petits, plus rapides et possédaient un système nerveux beaucoup plus perfectionné, capable de détecter à temps un danger imminent ou, au contraire, d'attaquer sa proie à la vitesse de l'éclair. Le monde est devenu une arène pour les sprinteurs endurants et les guérilleros astucieux, et non pour les chars lourds et lents. Pour saisir pleinement la grandeur de cette restructuration évolutive, traçons une analogie précise et parlante avec les réalités de notre monde. Imaginez que l'économie mondiale tout entière, qui jusqu'alors était composée de gigantesques et lourdes entreprises d'État d'ancienne formation, s'effondre soudainement et de manière catastrophique. Un krach total et généralisé se produit, anéantissant complètement tous les marchés existants et détruisant irrémédiablement toutes les chaînes de production. Les lystrosaures et autres thérapsides survivants, dans ce contexte, sont comparables à des usines rescapées de la catastrophe, qui, utilisant des équipements rudimentaires, commencent à produire en masse un seul produit simple mais vital. Par exemple, des conserves de viande. Ils ne sont pas innovants. Leur modèle économique mise sur la quantité plutôt que sur la qualité. Ils remplissent efficacement le vide créé, mais n'ont absolument aucun potentiel de croissance et de développement futur.
Les ancêtres des dinosaures, les premiers archosaures, en revanche, représentent la start-up la plus audacieuse et ambitieuse de l'histoire, née littéralement dans un garage sur les ruines de l'ancien monde. Ils n'ont pas encore de production de masse ni de part de marché significative. Cependant, ils ne tentent même pas de copier les anciennes technologies obsolètes. Au contraire, ils développent activement une plateforme radicalement nouvelle et révolutionnaire, une sorte de nouveau système d'exploitation pour l'organisme vivant. Leur posture verticale des membres n'est pas une simple amélioration mineure, c'est une architecture de châssis fondamentalement nouvelle, garantissant une efficacité énergétique sans précédent. Et leur système respiratoire naissant avec des sacs aériens, fonctionnant sur le principe d'un flux traversant, est un processeur ultra puissant qui fonctionne idéalement même dans des conditions de déficit critique de carburant, c'est-à-dire d'oxygène. Pour l'instant, cette start-up biologique en est encore au stade des prototypes, testant ses premiers modèles d'essai, mais sa supériorité technologique est fondamentale et incontestable. Elle mise non pas sur la survie à court terme, mais sur une domination totale et sans partage à long terme. Et dans cette économie désertique et post-apocalyptique du Trias, ce sont leurs technologies innovantes qui, en fin de compte, vont changer radicalement toutes les règles du jeu. Pendant des millions d'années après la grande extinction du Permien, le monde est resté dans un état d'équilibre fragile et constamment fluctuant. Différents groupes d'organismes survivants se sont battus désespérément pour la domination sur les plaines calcinées du supercontinent unique, la Pangée. D'un côté de cette lutte évolutive se trouvaient les descendants des thérapsides, les cynodontes, des créatures trapues et poilues dont l'apparence laissait déjà deviner les premiers traits des futurs mammifères. Ils étaient incroyablement résistants et extrêmement adaptables aux conditions changeantes. De l'autre côté, les redoutables pseudo-suchiens, lointains parents des crocodiles modernes, qui étaient à cette période les véritables et incontestables seigneurs des écosystèmes du Trias. Certains d'entre eux, comme le Postosuchus, étaient des prédateurs cuirassés de 4 mètres au sommet de la chaîne alimentaire. Ils étaient forts, massifs et semblaient absolument invincibles. Cet écosystème ressemblait à un champ de bataille figé dans une impasse. Les joueurs existants étaient très efficaces dans leur niche, mais leur solution évolutive était issue du passé, d'une ère précédente. Leur métabolisme était relativement lent, leur locomotion trop énergivore. Ils étaient bien adaptés à la survie dans les conditions existantes, mais pas à une expansion à grande échelle ni à un changement radical. Le monde était en suspens, attendant une révolution. Il avait désespérément besoin d'un catalyseur, une idée complètement nouvelle, un type d'organisme fondamentalement inédit qui pourrait briser ce code établi et offrir une solution radicalement différente aux problèmes de la survie et de la domination. C'est précisément à ce moment critique de l'histoire, alors que l'équilibre était si instable qu'ils sont entrés en scène, ceux qui ont changé à jamais le visage de la planète et écrit un nouveau chapitre dans les annales de la vie. Et c'est ainsi que ce moteur de l'histoire a bel et bien émergé. Il n'a pas surgi sous la forme d'un géant puissant et déjà accompli, mais plutôt comme une conception, une ingénieuse architecture du vivant, incarnée dans les corps d'êtres assez modestes et, au premier abord, bien peu impressionnants. Ce furent eux, justement, les premiers dinosaures. Leur apparition sur la scène de l'évolution ne fut pas une simple étape de plus dans le développement du vivant, mais une véritable percée technologique pour la biosphère. Leur force tenait à un ensemble unique et interdépendant de 3 innovations, que l'on peut à juste titre appeler la grande triade des dinosaures. La première d'entre elles fut la posture entièrement redressée, ou dite parasagittale, de leurs membres. Les pattes de ces animaux ne se positionnaient plus sur les côtés du corps, à l'instar de la plupart des reptiles, dont le lézard, mais strictement en dessous, telles de puissantes colonnes soutenant un édifice imposant.
ce fut bien loin d'être un simple ajustement esthétique. Cela permit de reporter tout le poids du corps directement sur les os du squelette, soulageant considérablement la musculature par la même occasion, ce qui augmenta radicalement l'efficacité de la marche et de la course. Qui plus est, cette modification révolutionnaire libéra les membres antérieurs pour l'accomplissement de tâches radicalement différentes, comme saisir, maintenir une proie ou même manipuler des objets. Les dinosaures devinrent ainsi les premiers véritables coureurs bipèdes, c'est-à-dire à deux pattes, sur toute la planète. La deuxième innovation fut un squelette considérablement allégé. Les os de nombreux dinosaures primitifs n'étaient pas massifs et lourds, mais plutôt creux ou percés de multiples cavités aériennes, rappelant fortement la structure osseuse des oiseaux contemporains. Ce fut un véritable triomphe de l'ingénierie naturelle. Le squelette devenait considérablement plus léger sans la moindre perte de solidité, ce qui réduisait considérablement l'inertie lors du mouvement et permettait aux animaux de se déplacer plus vite, d'effectuer des manœuvres plus brusques et plus précises. Enfin, la troisième, et peut-être la plus cruciale, composante de cet ensemble révolutionnaire, fut un système respiratoire fondamentalement nouveau et révolutionnaire. Au lieu de poumons primitifs fonctionnant sur le principe inspiration-expiration, caractéristique de nombreux reptiles, un système complexe commença à se former chez eux, doté de nombreux sacs aériens, assurant un flux d'air unidirectionnel et continu à travers les poumons. On pourrait comparer cela à l'installation d'un turbocompresseur sur un moteur à combustion interne. Dans les conditions d'une atmosphère pauvre en oxygène du Trias, un tel système hautement efficace conférait un avantage colossal pour la survie, leur permettant de maintenir un très haut niveau d'activité et d'endurance là où leurs concurrents moins adaptés s'épuisaient rapidement et perdaient pied. L'apparition de créatures dotées d'un tel ensemble de caractéristiques complexes provoqua l'effet d'une bombe à retardement. Leurs contemporains, les massifs pseudo-suchians et les cynodontes discrets mais résistants, n'ont probablement même pas remarqué, au début, la menace qui approchait. Les premiers dinosaures, tels que l'Éoraptor ou l'Herrerasaurus, dont les restes furent découverts dans les sédiments du territoire de l'actuelle Argentine, étaient relativement petits. Leur taille variait d'1 à 3 mètres, et ils ne pouvaient pas défier directement les Postosuchus adultes en combat ouvert. Mais ce n'était pas là leur objectif. Ils agissaient comme des guérilleros biologiques. Rapides, agiles, incroyablement endurants, ils occupèrent rapidement la niche des prédateurs véloces, chassant les jeunes des grandes reptiles, les cynodontes agiles et tout ce qui était plus petit qu'eux. Là où le lourd pseudo-suchien était comparable à un char d'assaut lourd et pâteau, le dinosaure endossait le rôle d'une unité de force spéciale, rapide, efficace et mortelle. Ils pouvaient poursuivre leur proie pendant des heures, sans le moindre signe de fatigue, grâce à leur physiologie unique et à leur métabolisme élevé. La réaction du monde à leur apparition ne se manifesta pas par une peur immédiate, mais par un déplacement progressif et inéluctable. Les anciennes formes de vie commencèrent à perdre la course à la compétition. Dans les régions les plus rudes et arides de la Pangée, loin des fleuves et des lacs, là où les anciennes reptiles, avec leur métabolisme lent, éprouvaient d'insupportables difficultés, les dinosaures se portaient à merveille et prospéraient. Personne dans le monde triassique n'aurait pu s'attendre à ce que ces nouveaux venus se révèlent non pas une simple énième expérimentation évolutive de la nature, mais les véritables annonciateurs d'une ère totalement nouvelle. Ce ne fut pas un simple remplacement des espèces dominantes. Ce fut un changement radical de la paradigme même de la vie terrestre. Alors, comment cette nouvelle architecture fonctionnait-elle concrètement? Pour en saisir toute la portée, cessons de considérer le dinosaure primitif comme un simple animal parmi d'autres. Adoptons plutôt le regard de l'ingénieur. Voyons-le comme une machine de guerre révolutionnaire, taillée sur mesure pour une domination sans partage dans les environnements les plus hostiles.
La métaphore centrale, la clé pour comprendre son succès phénoménal, est que le dinosaure n'était pas un simple organisme. C'était un système parfaitement intégré, un véritable supercar biologique de l'époque du Trias. Et, comme pour tout supercar, sa supériorité ne résidait pas dans un unique composant, mais dans la combinaison ingénieuse et synergique de trois éléments cruciaux: un moteur puissant, un châssis d'une efficacité redoutable et une carrosserie allégée mais robuste. C'est maintenant que nous allons lever le capot de cette machine biologique unique afin d'en disséquer minutieusement la mécanique. Quel était donc le véritable potentiel dissimulé derrière ces innovations? Et comment ont-elles mené à la domination sans précédent des dinosaures pendant des dizaines de millions d'années? L'élément central, que l'on peut sans hésiter qualifier de moteur interne, était un système respiratoire d'une conception unique. Celui-ci leur conférait un avantage décisif, presque inéquitable, dans les conditions rudes du Trias, où la concentration d'oxygène dans l'atmosphère n'atteignait qu'environ un tiers du niveau actuel. En cette ère où chaque inspiration comptait, la capacité d'endurance prolongée se révélait primordiale. Tandis que la plupart des reptiles de l'époque employaient un mécanisme respiratoire primitif, semblable à celui d'un soufflet de forgeron, où l'inspiration alternait avec l'expiration et où l'air frais se mêlait inévitablement à l'air vicié dans les poumons, réduisant de manière catastrophique l'efficacité des échanges gazeux, les dinosaures, eux, mirent en œuvre quelque chose de radicalement différent. Leur évolution leur avait offert un système comparable à une installation turbocompressée de haute performance. L'air, dans leur organisme, ne se contentait pas d'entrer et de sortir. Il circulait continuellement, dans une seule direction, à travers les poumons, soutenus par un réseau complexe de sacs aériens qui perforaient tout le corps, y compris les cavités internes de leurs os. Cette solution ingénieuse garantissait que leur tissu pulmonaire était constamment irrigué par un air exclusivement frais et saturé en oxygène, éliminant totalement la formation de zones mortes et le mélange inefficace des gaz. En conséquence, leur musculature bénéficiait d'un afflux ininterrompu et abondant d'énergie, leur permettant de maintenir un rythme d'activité intense pendant de nombreuses heures. Alors que leurs concurrents moins adaptés pouvaient suffoquer après une brève accélération, les dinosaures transformaient toute poursuite en un épuisant marathon pour la survie, dont ils sortaient invariablement vainqueurs. Le deuxième élément fondamental de leur conception était le châssis, représenté par la structure du bassin et des membres. C'est dans ce domaine que se cachait une véritable révolution d'ingénierie. Bien qu'il soit de notoriété publique que les dinosaures avaient leurs membres positionnés directement sous le corps, le véritable coup de génie réside dans la manière dont cette posture fut obtenue. La clé de l'énigme se trouvait dans l'anatomie unique de l'articulation de la hanche. La cotyle, cette cavité pelvienne en forme de coupe recevant la tête du fémur, n'était pas pleine chez les dinosaures, mais traversante, avec son segment inférieur entièrement ouvert. Ce trait morphologique exceptionnel, propre exclusivement aux dinosaures, fonctionnait comme un verrou mécanique idéalement conçu. Il contraignait physiquement le fémur à adopter une position strictement verticale, excluant toute possibilité d'écartement latéral des membres. Cette solution évolutive, relativement simple mais incroyablement prévoyante, transforma radicalement toute la biomécanique de leur locomotion. Désormais, la masse corporelle n'était plus supportée par un travail musculaire épuisant, mais directement par la structure osseuse, à la manière dont les charges sont réparties dans une colonne architecturale. Cette approche libéra des volumes colossaux d'énergie musculaire, auparavant gaspillés en pure perte pour le maintien de l'équilibre. En conséquence, la marche et la course gagnèrent une efficacité énergétique exceptionnelle. De surcroît, puisque les membres antérieurs cessèrent d'assumer la fonction de support principal, ils furent libérés pour l'exécution d'une multitude d'autres tâches, la préhension, le maintien des proies ou la réalisation de diverses manipulations. Ainsi,
les dinosaures acquirent une forme de main 100 millions d'années avant l'apparition des premiers primates. Le dernier élément de cette construction remarquable est le châssis, le squelette des dinosaures. N'importe quel ingénieur, qu'il soit spécialiste d'une écurie de course moderne ou expert de l'aérospatiale, ne manquerait pas d'admirer le génie des solutions évolutives adoptées. Au lieu de former des os massifs et denses, la nature a choisi la voie d'une optimisation radicale. La structure osseuse des dinosaures, particulièrement prononcée chez les théropodes carnivores, était astucieusement perforée par un système complexe de cavités internes et de fines cloisons, un phénomène connu sous le nom de pneumatisation. On peut comparer cela à des structures en treillis de haute résistance utilisées dans la construction de ponts ou à des structures légères en nids d'abeilles intégrées dans les ailes des aéronefs modernes. Le résultat de cette approche fut une réduction sans précédent du poids total du squelette, tandis que la résistance à la flexion et à la compression non seulement était maintenue, mais, dans de nombreux cas, dépassait même les performances comparables des os pleins. Ce châssis léger et simultanément robuste signifiait une inertie considérablement réduite, ce qui conférait aux dinosaures une capacité unique. Ils pouvaient démontrer des démarrages étonnamment rapides, des freinages vifs et précis, et exécuter des manœuvres incomparablement plus agiles et dynamiques que n'importe lequel de leurs massifs contemporains. Maintenant que nous avons examiné chacun de ces éléments uniques séparément, unissons-les en un système cohérent pour voir comment cette stupéfiante machine biologique fonctionnait dans des conditions réelles. Imaginons une scène de chasse détaillée, étape par étape, menée par l'un des premiers dinosaures. Première étape. Détection de la cible et début de la poursuite. Imaginez la plaine brûlante et torride de l'ancienne Pangée, où règne la fournaise du soleil de midi. À cette heure, la plupart des autres reptiles languissent, cherchant refuge à l'ombre, fuyant la chaleur accablante. Mais notre protagoniste, un jeune prédateur, l'Herrerasaurus, n'est absolument pas de cet acabit. Son métabolisme élevé, continuellement alimenté par un système respiratoire d'une efficacité extraordinaire, lui permet de rester extrêmement actif et énergique, même aux heures les plus défavorables. C'est précisément à ce moment qu'il repère une proie potentielle, un cynodonte massif et plutôt maladroit. La chasse commence. Deuxième étape, activation du châssis. Sentant la menace, le cynodonte tente une fuite désespérée, produisant un bond puissant mais d'une inefficacité criante. Ses membres semi-fléchis fonctionnent à la limite de leur capacité. Son corps vacille d'un côté à l'autre, gaspillant irréversiblement une énergie précieuse. Le mouvement de l'Herrerasaurus est radicalement différent. Il ne se contente pas de courir. Il semble littéralement planer au-dessus du sol, effectuant des pas longs, élastiques et d'une élégance incroyable. Ses membres, positionnés strictement à la verticale, fonctionnent comme des leviers parfaits, transmettant l'effort avec un minimum de pertes énergétiques. Le prédateur ne gaspille pas d'énergie dans un sprint effréné pour rattraper sa victime. Il maintient simplement un rythme constant et confortable pour lui, absolument certain de la fatalité de sa proie. Ainsi, la structure même de leur corps devint le gage de leur triomphe, annonçant une ère de domination sans précédent sur la planète. Troisième étape. Mise en marche du moteur. À peine une minute de poursuite intense s'est écoulée. Le cynodonte commence clairement à suffoquer. Ses poumons primitifs peinent à supporter la charge accrue dans les conditions d'atmosphère raréfiée du Trias. En raison d'un manque aigu d'oxygène dans les muscles, les mouvements de la proie deviennent de plus en plus lents et maladroits. Au même moment, l'Herrerasaurus n'a même pas altéré son rythme respiratoire.
Son système respiratoire parfaitement conçu, fonctionnant comme un turbocompresseur de haute performance, délivre continuellement et efficacement l'oxygène directement dans le sang. La notion de fatigue reste absolument étrangère à ce prédateur. Quatrième étape. Manœuvre élégante et attaque finale décisive. Percevant l'épuisement total de sa proie, l'Herrerasaurus exploite instantanément l'avantage de maniabilité que lui confère son châssis léger. Il effectue un sprint fulgurant sur le côté, dépassant habilement le cynodonte et lui coupant toute voie de retraite. La victime trébuche, perdant l'équilibre. C'est précisément à ce moment critique que les membres antérieurs de l'Herrerasaurus, libérés de leur fonction de support, révèlent toute leur puissance. Un coup précis et puissant d'une patte griffue s'ensuit, et la proie est terrassée. Cette chasse est devenue la démonstration la plus éclatante de la supériorité absolue de ce nouveau système biologique. Ce n'était pas une simple poursuite, c'était une illustration vivante d'une technologie révolutionnaire qui, très bientôt, allait transformer radicalement et à jamais le monde entier. Nous admirons souvent les tailles colossales des sauropodes, tels le légendaire Diplodocus ou le majestueux Brachiosaurus, et nous sommes enclins à les imaginer comme de nobles géants, sereins et paisibles, contemplant les paysages antiques. Cependant, cette image romantique est bien éloignée de la réalité rude et pragmatique de leur existence. La vie d'un tel géant n'était pas une occupation idyllique. Au contraire, elle représentait un cycle de production continu, 24 heures sur 24, entièrement subordonné à un unique objectif exhaustif: la recherche et la transformation constante d'énormes volumes de carburant organique. Chaque jour, du lever du soleil à son coucher, et, à en juger par certains des calculs les plus audacieux, même durant la nuit, cette usine biologique vivante à quatre pattes devait ingérer et traiter des centaines de kilogrammes, et selon certaines estimations audacieuses, jusqu'à une tonne de matière végétale. Pour prendre la pleine mesure de cette ampleur colossale, imaginez qu'un être humain ordinaire ingère chaque jour une botte de foin pesant le même poids qu'une voiture de tourisme. L'interminable cou du sauropode ne fonctionnait pas comme un élégant ornement anatomique destiné à la contemplation des environs, mais plutôt comme une puissante grue de manutention ou une machine de récolte industrielle, balayant méthodiquement hectare après hectare de couvert végétal. Ces mâchoires, équipées de dents simples, en forme de piquet, n'étaient pas conçues pour une mastication minutieuse. Elles agissaient à la manière d'un râteau ou d'une faucheuse, arrachant des tonnes de fougères, d'aiguilles de conifères et de feuilles de cicadales, avant de les envoyer profondément dans l'œsophage. L'existence d'une telle créature ne connaissait ni pause ni répit. C'était un cycle incessant, monotone, mais absolument vital. Arracher la végétation, avaler, digérer, puis rejeter les déchets. Au cours de sa longue vie, un seul et unique sauropode pouvait consommer une biomasse dont le volume équivaudrait à celui d'une forêt contemporaine tout entière. Ainsi, il n'était pas un simple animal. Il représentait un écosystème ambulant, une puissante force géologique modelant activement les paysages, et un moteur vivant qui recyclait des gigatonnes de matière organique, maintenant ainsi l'équilibre écologique délicat de son monde antique. Mais qui étaient les véritables héros, souvent invisibles, derrière cette entreprise biologique véritablement grandiose? Qui assurait la logistique complexe, le financement et l'ingénierie de ce phénomène évolutif? La réponse à cette question peut sembler assez surprenante. Ce n'étaient pas les dinosaures eux-mêmes, mais leurs innombrables alliés microscopiques. Le sauropode, malgré toute sa puissance physiologique, n'était pas capable de digérer cette végétation coriace extrêmement riche en cellulose qu'il absorbait en quantité démesurée. Il lui manquait, tout comme chez l'être humain, les enzymes nécessaires à cette tâche.
Cela équivaut à tenter de survivre en se nourrissant exclusivement de bois ou de papier. La véritable et titanesque besogne était accomplie par une armée invisible, composée de des trillions et des trillions d'organismes microscopiques qui résidaient dans son vaste système digestif. Son intestin, en substance, était une gigantesque cuve de fermentation, comparable en taille à une petite voiture, où des milliards de bactéries, d'archées et de protozoaires travaillaient sans relâche, tels des ouvriers dans une gigantesque usine chimique. Comment la nature a-t-elle pu orchestrer une symbiose si parfaite, assurant la subsistance de biomes entiers? Ce sont précisément ces micro-organismes qui possédaient la capacité unique de décomposer la cellulose rétive, libérant ainsi des acides gras volatiles, le carburant essentiel à haut indice d'octane, qui assurait la vitalité de ces créatures colossales. Sans le fonctionnement de ce bioréacteur interne, sans cette fabrique symbiotique incroyablement complexe, même le plus gigantesque sauropode de la planète serait inévitablement mort de faim, même au beau milieu d'une abondance végétale illimitée. Ces microbes invisibles étaient les véritables, bien que méconnus, ingénieurs, technologues et financiers de leur existence. Ce sont eux qui transformaient des montagnes de verdure apparemment inutiles en une énergie pure et vitale, nécessaire à la croissance colossale, au maintien du mouvement et à la régulation de la température corporelle de ces géants. Ainsi, l'ère des véritables géants fut rendue possible non seulement grâce à l'évolution de longs coups et de puissantes pattes, mais aussi grâce à cette alliance ancestrale et invisible. Le sauropode lui-même n'était qu'un vaisseau biologique colossal, et la véritable équipe qui le guidait à travers l'océan infini de la vie était cette civilisation microscopique tapie dans ses immenses profondeurs. Et si nous tournions à présent notre regard des géants herbivores à leurs homologues carnivores et considérions un aspect étonnant et apparemment anodin de leur anatomie, qui bouleverse radicalement notre perception de leur mode de vie. Imaginez le crâne d'un allosaure ou d'un tyrannosaure. Nous remarquons d'emblée les rangées terrifiantes de dents gigantesques, aussi aiguisées que des dagues, et nous imaginons instinctivement une unique et dévastatrice morsure finale. Cependant, le plus surprenant dans ce système n'est pas sa force, mais sa fiabilité inégalée et son infaillibilité absolue. Ces dents n'étaient pas des éléments permanents. Elles fonctionnaient comme des consommables, tels des projectiles dans le chargeur d'une arme automatique. Dans la mâchoire du dinosaure carnivore, des processus actifs de remplacement dentaire avaient lieu en permanence, organisés sur le principe d'un tapis roulant ou du barillet rotatif d'un revolver. Sous chaque dent fonctionnelle et visible se formait déjà une file d'attente de plusieurs dents de rechange, absolument prêtes à prendre la relève. Si, lors d'un combat acharné avec un tricératops ou en broyant des os, un tyrannosaure cassait ou perdait une de ses dents, cela ne représentait aucune tragédie pour lui. C'était une situation normale, prévue d'avance. Une nouvelle dent, tranchante et parfaitement adaptée au combat, repoussait à sa place en quelques semaines, voire quelques mois. Au cours de sa vie, un seul théropode carnivore pouvait changer plusieurs centaines, voire des milliers de dents. Sa gueule n'était pas seulement un ensemble d'armes mortelles, c'était un arsenal biologique auto-régénérant. Ce détail, à première vue insignifiant, confère une nouvelle profondeur à leur histoire et permet de les envisager sous un angle totalement différent. Il démontre clairement que ces prédateurs pouvaient se permettre d'être incroyablement impitoyables et, dans une certaine mesure, négligents au combat. Ils pouvaient s'acharner sur des os solides, déchirer avec fureur la peau épaisse de leurs victimes sans craindre d'endommager leur principal outil, car il était, par essence, jetable et facilement remplaçable. Derrière la majesté terrifiante et la férocité de ces prédateurs se cachait une ingénierie biologique impeccable, poussée à la perfection absolue, où chaque détail, même le plus infime, était pensé en termes d'efficacité maximale et, plus important encore, de fiabilité absolue.
Vers le milieu du Crétacé, c'est-à-dire il y a environ 100 millions d'années, la domination impériale des dinosaures atteignit son apogée absolu. C'était un monde entièrement créé par eux et pour eux-mêmes. Leur domination totale semblait incontestable, éternelle, comme gravée dans la structure géologique même de la planète. Sur chacun des continents, des forêts tropicales denses et humides de la future Amérique du Sud aux vastes plaines côtières de l'Amérique du Nord, leur propre dynastie de reptiles géants régnait sans partage. Les colossaux titanosaures, descendants directs des sauropodes jurassiques, se déplaçaient lentement, tels des montagnes vivantes, à travers le paysage. D'immenses troupeaux d'hadrosaures à bec de canard et d'ankylosaures lourdement blindés comptaient des milliers d'individus, tandis que de véritables forteresses vivantes sur pattes, les tricératops, avec leurs cornes menaçantes et leurs puissantes collerettes osseuses, veillaient sur leur territoire. Au sommet de cette pyramide biologique complexe et étonnamment équilibrée, trônaient les superprédateurs, tels les tyrannosaures, dont l'existence sans entrave était garantie par ce flux ininterrompu et abondant de biomasse vivante. L'ensemble de ce système grandiose fonctionnait avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie bien huilé. Chaque espèce occupait sa niche écologique unique, et chaque adaptation était portée à la perfection. Il semblait que rien ne pouvait ébranler cet ordre impeccable. Ils étaient à juste titre considérés comme le summum du développement évolutif, le produit final de 150 millions d'années de succès ininterrompu. Cette ère, en apparence inébranlable, pouvait-elle soudainement prendre fin? Cependant, c'est précisément à ce moment de vulnérabilité apparente, alors que le système atteignait son zénith, qu'il fut confronté à un défi sans précédent. Ce défi ne vint ni des profondeurs cosmiques, ni des entrailles de la planète. Ce fut une révolution silencieuse, presque imperceptible, qui germa littéralement à leurs pieds. Sur la scène de l'évolution, les plantes à fleurs ou angiospermes firent leur apparition et entamèrent leur marche triomphale à travers la planète. Cet événement fut un véritable orage parfait pour l'ensemble du monde végétal. Contrairement aux fougères et aux gymnospermes qui croissaient lentement et avec conservatisme et qui avaient constitué la base de l'alimentation des dinosaures pendant des millions d'années, les plantes à fleurs se révélèrent agressives, affichant une croissance incroyablement rapide et une adaptabilité stupéfiante. Elles se développaient significativement plus vite, se reproduisaient bien plus efficacement et conquéraient de nouveaux territoires à une vitesse fulgurante. Il ne s'agissait pas simplement de l'apparition de quelques nouvelles espèces. C'était un changement radical du système d'exploitation même de toute la flore de la planète. Le monde, qui pendant des centaines de millions d'années avait été principalement teinté de verts et de bruns, commença désormais à s'épanouir de couleurs nouvelles, jamais vues auparavant, et à s'emplir de parfums entièrement inédits. Mais pour les géants qui régnaient sans partage sur ce monde, cette beauté retrouvée ne fut qu'un sinistre présage de la catastrophe à venir. Leur industrie alimentaire parfaitement huilée, créée et ajustée pour le traitement de anciennes matières premières familières, se heurta soudain à un produit entièrement nouveau, inconnu et souvent toxique. Nous observons ici la dialectique classique de la force qui se retourne en faiblesse. C'est précisément cette grandeur et cette spécialisation suprême qui avaient jusqu'alors constitué la force principale des dinosaures herbivores qui se transformèrent soudainement en leurs talons d'Achille. Prenons par exemple les hadrosaures. Leur batterie dentaire incroyablement complexe, composée de centaines de dents uniques, était un outil idéal pour broyer efficacement les prêles et les aiguilles de conifères coriaces. Leur vaste système digestif était finement ajusté pour extraire le maximum de calories de cette nourriture peu nutritive. Cependant, face à l'assaut des plantes à fleurs, tout ce système parfaitement réglé s'avéra étonnamment inefficace.
De nombreuses plantes nouvellement apparues contenaient des alcaloïdes et d'autres substances toxiques auxquelles les dinosaures n'avaient aucune immunité. Leur croissance rapide signifiait qu'elles contenaient moins de fibres, ce qui impliquait que les anciennes méthodes de digestion éprouvées ne fonctionnaient tout simplement plus. Les gigantesques usines de traitement de la biomasse commencèrent à subir de graves dysfonctionnements. Les troupeaux, habitués aux prairies infinies de fougères, se retrouvaient désormais entourés d'une végétation complètement étrangère et très souvent immangeable. Leur taille colossale, leur puissance incroyable, exigeant la consommation de tonnes de nourriture quotidiennement, se transformèrent soudain en une sorte de piège métabolique. Ils se retrouvèrent otages de leur propre grandeur dans un monde dont les règles fondamentales commençaient à changer irréversiblement. Cette crise, née à la base même de la pyramide alimentaire, frappa inévitablement aussi son sommet. Le tyrannosaure était, sans aucun doute, une machine à tuer parfaite, mais c'était une machine conçue et optimisée pour chasser des proies très spécifiques, de grands dinosaures herbivores de plusieurs tonnes. Sa stratégie unique, sa biomécanique, sa force de morsure monstrueuse, tout était parfaitement optimisé pour abattre efficacement les Triceratops et les Edmontosaures. Mais que faire pour un roi lorsque ses sujets commencent à disparaître en masse? La réduction du nombre total et la fragmentation croissante des troupeaux de grands herbivores signifiaient qu'il devenait de plus en plus difficile pour le prédateur le plus puissant de la planète de trouver suffisamment de nourriture. Son corps gigantesque exigeait une quantité colossale de calories pour maintenir ses fonctions vitales. La chasse devenait de plus en plus risquée, imprévisible et énergivore. La cohésion et la stabilité même de l'écosystème, qui avaient permis l'existence de ces prédateurs géants, commencèrent à s'effriter inexorablement. Le roi découvrit soudain qu'il régnait sur un royaume déserté. Son incroyable force, sa taille immense, sa couronne tacite, tout cela n'était plus un avantage, mais un fardeau lourd et insupportable dans un monde nouveau, imprévisible et extrêmement instable. C'est ainsi que le système, en apparence idéal, se fissura là où personne ne l'attendait, annonçant la fin d'une ère que l'on croyait éternelle. Pourtant, bien avant l'impact catastrophique avec un corps céleste, l'empire des dinosaures était déjà en déclin profond. Il était frappé non pas par un mal rapide, mais par une affection lente à se développer, mais inexorable, que l'on pourrait métaphoriquement nommer la sclérose écologique. Leur stratégie évolutive dominante, basée sur des tailles gigantesques et une stabilité conservatrice, s'était avérée extrêmement inefficace face aux changements accélérés de la planète. Le monde qu'ils avaient soutenu pendant des dizaines de millions d'années leur échappait progressivement, cédant la place à un écosystème nouveau, plus dynamique et imprévisible. Cette nouvelle réalité favorisait l'épanouissement des plantes à fleurs, de nombreux insectes pollinisateurs et de petits mammifères agiles, qui démontraient une étonnante capacité d'adaptation aux nouvelles conditions. La structure, qui semblait inébranlable et éternelle, commençait à montrer des signes évidents d'affaiblissement, perdant son équilibre interne. Et ici se pose une question fondamentale à laquelle il n'existe toujours pas de réponse univoque. Ces reptiles colossaux auraient-ils pu s'adapter à un monde en mutation rapide si le corps céleste n'avait jamais frappé la Terre? Cette machine parfaitement huilée de domination totale aurait-elle pu se transformer en cours de route, ou bien son destin était-il déjà scellé, et le compte à rebours jusqu'à son crépuscule avait-il commencé des millions d'années avant que le feu cosmique ne marque sa fin dramatique? Dans la culture contemporaine, l'histoire de la disparition des dinosaures est souvent transformée en un scénario spectaculaire, presque cinématographique. Un astéroïde colossal, un feu dévorant, la fin absolue. Cette interprétation, bien sûr, repose sur des bases solides, étayées par la découverte du cratère de Chicxulub au Mexique et par la présence universelle d'une couche d'iridium, et elle est un élément clé pour résoudre ce grand mystère. Cependant,
l'intégrité scientifique nous oblige à reconnaître que la véritable image était très probablement beaucoup plus complexe et bien plus tragique. Attribuer tout l'effondrement au seul astéroïde équivaut à tenter de réduire la chute d'un puissant empire à une unique bataille, aussi malheureuse fût-elle. De nombreux paléontologues contemporains penchent de plus en plus vers l'idée que l'impact cosmique n'a pas été la cause première, mais plutôt le coup de grâce dévastateur dans un drame qui se déroulait lentement sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. À ce moment-là, la planète elle-même était déjà gravement malade, et son système de défense naturelle avait été considérablement affaibli par un autre adversaire tout aussi menaçant, qui agissait discrètement mais inexorablement, directement depuis ses entrailles. Cet adversaire invisible mais implacable était en réalité un volcanisme d'une ampleur planétaire absolument sans précédent. Sur le sous-continent indien, dans la région aujourd'hui nommée les Trappes du Deccan, des éruptions d'une puissance colossale débutèrent. Il ne s'agissait pas d'une montagne cracheuse de feu isolée, mais bien d'une province géologique entière, une plaie incandescente sur le corps de la Terre, s'étendant sur une superficie d'1 500 000 km². De cette faille s'écoulèrent sans discontinuer des fleuves de lave incandescente pendant des dizaines de milliers d'années. Imaginez seulement, le basalte émis fut si abondant qu'il aurait pu recouvrir l'intégralité du territoire de la France actuelle sous une couche d'1 kilomètre d'épaisseur. Ces éruptions colossales libérèrent dans l'atmosphère terrestre des volumes inouïs de dioxyde de carbone, de composés soufrés et d'autres substances toxiques. Ce ne fut pas un événement passager et isolé. Il s'agissait plutôt d'une attaque gazeuse prolongée et insidieuse qui étouffait progressivement et inexorablement la planète entière. Les émissions de soufre formèrent d'épaisses voiles d'aérosols qui occultèrent la lumière du soleil, provoquant des périodes de refroidissement soudaines mais de courte durée, baptisées hivers volcaniques. Puis, une fois les aérosols dissipés, le dioxyde de carbone accumulé engendra un effet de serre des plus intenses, provoquant des périodes de chaleur extrêmes et suffocantes. Les écosystèmes se retrouvèrent piégés dans un impitoyable yo-yo climatique, ballottés entre un froid glacial et une chaleur torride, ce qui sapait fatalement la stabilité du monde végétal et déclenchait une réaction en chaîne irréversible à travers toute la complexe pyramide alimentaire. Il semblait que la Terre elle-même préparait le terrain pour un nouvel ordre mondial, en sapant lentement mais sûrement les fondations de cette ère grandiose qui semblait inébranlable. Si l'on observe le déroulement des événements sous l'angle de la bioénergie, l'économie de la vie sur notre planète en quelque sorte, il devient évident que l'ensemble du système repose sur une unique et universelle monnaie, l'énergie solaire. C'est précisément cette énergie que les plantes vertes transforment en biomasse par le processus de photosynthèse, constituant ainsi le budget global de la Terre. Les éruptions du plateau du Deccan furent pour cette économie vitale une sorte de taxe colossale et asphyxiante, ainsi qu'une source d'hyperinflation permanente et inexorable. Les épisodes de hiver volcanique réduisirent drastiquement l'apport en lumière solaire, effondrant la production littéralement à son niveau le plus fondamental. Les précipitations acides causées par les puissantes émissions de soufre empoisonnèrent les capacités de production clés de la planète, les sols fertiles et les océans vitaux. L'alternance constante entre froid glacial et chaleur torride engendra sur le marché de la vie une turbulence et une volatilité insoutenables. De ce chaos souffrirent le plus les entreprises géantes de cette époque, les dinosaures colossaux dont le modèle économique reposait sur des principes de stabilité et un accès garanti à d'énormes volumes de ressources. Au moment où le vagabond cosmique percuta la Terre, l'économie mondiale de la vie était déjà en profonde récession. Et c'est précisément sur ce monde affaibli, catastrophiquement déséquilibré, que s'abattit le coup venu de l'espace. Ce ne fut pas un simple choc boursier,
mais une réinitialisation totale et instantanée de tous les actifs, un effondrement absolu qui acheva l'œuvre si impitoyablement entamée par l'activité volcanique. Ainsi, l'hypothèse la plus convaincante et la plus honnête intellectuellement à ce jour décrit un scénario de double impact, ou comme on l'appelle aussi, de tempête parfaite. Les dinosaures et leur monde ne sont pas tombés victimes d'un seul meurtrier, mais d'un ensemble de facteurs destructeurs à l'échelle planétaire. Le volcanisme colossal du Deccan empoisonnait et affaiblissait lentement mais sûrement la biosphère, la rendant extrêmement fragile et vulnérable, à la manière d'un patient atteint d'une maladie chronique dont le système immunitaire est complètement miné. De nombreux écosystèmes subissaient déjà une tension colossale, et la diversité des espèces dans certaines régions commençait à montrer une réduction inquiétante avant même le déclenchement de la catastrophe mondiale. Et puis, à ce moment de vulnérabilité extrême, est survenu l'impact astéroïde, un traumatisme aigu, incompatible avec la vie sous ses formes habituelles. Il est possible qu'aucun de ces facteurs pris isolément n'aurait entraîné une extinction aussi complète. Mais leur action combinée a créé un puissant effet de synergie, multipliant la puissance destructrice de chacun. Cette circonstance éclaire le caractère sélectif de l'extinction. Elle n'a pas seulement anéanti des espèces aléatoires, mais des systèmes entiers, établis mais extrêmement inflexibles, qui se sont avérés absolument incapables de résister à la double pression du chaos. Cet événement grandiose recèle une signification profonde, presque philosophique. La chute de l'astéroïde est bien plus qu'un simple fait géologique. C'est un symbole redoutable de la contingence cosmique, un rappel brutal que même la domination la plus longue et la plus réussie peut être interrompue en un instant par une force aveugle et incontrôlable venue de l'extérieur. Cependant, la survie des oiseaux et des mammifères n'est pas non plus un simple concours de circonstances fortunées. C'est l'incarnation du triomphe d'une stratégie de vie fondamentalement différente. Pendant 150 millions d'années, les dinosaures ont bâti leur empire sur les principes fondamentaux du gigantisme, d'une puissance illimitée et d'une spécialisation étroite. C'était, en substance, une stratégie du « trop grand pour tomber ». Mais la catastrophe a impitoyablement démontré que rien dans ce monde n'est trop grand pour ne pas s'effondrer. En fin de compte, une toute autre stratégie a triomphé. Des tailles miniatures, une flexibilité étonnante, l'omnivorie, un métabolisme élevé et un cycle de reproduction rapide. C'était, métaphoriquement, la stratégie des startups, agiles, rapides, extraordinairement adaptées pour survivre sur les ruines de l'ancien monde. La disparition des dinosaures n'a pas seulement marqué la fin d'une puissante dynastie. Ce fut un changement tectonique dans la philosophie même de la vie sur la planète, montrant clairement qu'en fin de compte, ce n'est pas la force brute, mais une adaptabilité phénoménale et la capacité à des changements rapides qui sont la véritable clé de la survie à long terme dans un univers où les catastrophes sont inévitables. Maintenant donc, après avoir pleinement appréhendé ce cheminement incroyable, des vestiges carbonisés de la plus grande extinction au rideau de feu catastrophique tombé du ciel, tous les fils épars de notre enquête s'entrelacent enfin pour former une toile véritablement saisissante. Nous avons été témoins de l'émergence d'un nouveau concept d'ingénierie audacieux sur une planète dévastée et empoisonnée. Nous avons étudié en détail les entrailles de cette machine biologique, démontant son châssis révolutionnaire avec des membres en position verticale, son moteur ultra efficace doté d'un système de suralimentation pulmonaire et son cadre léger mais extraordinairement robuste, composé d'os creux. Nous avons fait la connaissance des armées invisibles de micro-organismes qui agissaient comme de véritables financiers de l'ère des géants. Nous avons observé la crise écologique qui se développait lentement lorsque la révolution silencieuse mais puissante des plantes à fleurs a commencé à saper méthodiquement les fondations de leur empire de l'intérieur. Et enfin,
Nous avons vu comment la tempête parfaite, fruit d'un enfer volcanique et d'un impact astéroïde, a posé le point final, indiciblement tragique, de cette grandiose saga. L'image devient d'une clarté limpide, et nous sommes prêts à poser la question essentielle qui plane dans l'air. Quel était donc le secret du phénomène dinosaure? Pourquoi précisément ont-ils atteint une domination aussi écrasante? Et pourquoi leur règne a-t-il duré si incroyablement longtemps? Au premier abord, la réponse pourrait sembler évidente. Ils étaient simplement mieux conçus, dotés de caractéristiques biologiques supérieures. Cependant, ce n'est qu'une partie de la vérité. Le véritable secret des dinosaures se cachait bien plus profondément. Il ne résidait pas dans une unique particularité anatomique heureuse, mais dans la création d'une plateforme biologique universelle, d'une ingéniosité véritablement hors pair. Imaginez une sorte de système d'exploitation dinosaure, si puissant, adaptable et évolutif qu'il permettait d'incarner pratiquement n'importe quelle application biologique. Vous avez besoin d'un gratte-ciel vivant de 100 tonnes, capable d'atteindre le feuillage d'une hauteur de 5 étages? Voici l'Argentinosaurus servi sur un plateau. Il vous faut un petit prédateur agile de la taille d'une poule domestique pour chasser les insectes et les petits lézards. Voici le Compsognathus, une forteresse vivante absolument impénétrable, couverte d'une armure osseuse et armée d'une massue osseuse au bout de la queue. L'Ankylosaurus se présente. Ou peut-être un chasseur grégaire hautement intelligent, avec des griffes en forme de fossiles et un plumage capable d'attaques étonnamment coordonnées. Le Vélociraptor se dresse devant vous. Cet incroyable éventail de formes et de tailles, allant des chars géants aux bolides de course agiles, n'était possible que parce qu'il reposait sur le même cœur génial, une anatomie unique, un système respiratoire exceptionnel et un métabolisme très efficace, qui offrait à l'évolution une liberté quasi illimitée pour une création audacieuse. C'est ici que nous touchons au cœur même de la question, à la formulation ultime de cette énigme. Le véritable génie des dinosaures ne résidait pas simplement dans leur adaptation idéale au monde environnant. Il tenait au fait qu'ils remodelaient activement le monde à leur image. Ils n'ont pas seulement occupé les niches écologiques existantes, ils devinrent eux-mêmes les architectes et les ingénieurs d'un écosystème planétaire entièrement nouveau. Leur taille colossale n'était pas une conséquence passive de l'évolution, mais une stratégie puissante et active qui transformait radicalement la réalité physique autour d'eux. Par exemple, les troupeaux géants de sauropodes n'étaient pas de simples consommateurs de végétation. Ils agissaient comme de véritables paysagistes à l'échelle planétaire. En frayant des routes de migration permanentes, ils créaient une sorte de autoroute de dinosaures, des sentiers compactés qui modifiaient l'hydrologie des lieux, influençaient la propagation de diverses espèces végétales et étaient activement utilisés par d'autres représentants de la faune. En broutant la végétation sur de vastes territoires et en dispersant les graines sur des dizaines de kilomètres dans leurs gigantesques tubes digestifs, ils devinrent les agents les plus efficaces de propagation des plantes dans l'histoire de la Terre, façonnant activement la flore de continents entiers. Ils n'ont pas permis aux forêts de devenir des fourrés impénétrables et denses, maintenant des paysages ouverts de type parc, ce qui leur était d'ailleurs profitable. Ils agissaient comme de véritables barrages vivants, changeant le cours des rivières et des usines ambulantes de production d'engrais naturels. En saisissant ces faits, nous commençons à mesurer pleinement l'ampleur véritable de leur hégémonie. Ce n'était pas seulement une lutte pour la survie ou l'occupation de niches écologiques spécifiques. C'était une occupation économique et écologique totale de toute la planète. Leur présence était si écrasante que, pendant 150 millions d'années, ils établirent un plafond évolutif strict pour tous les autres groupes d'animaux. En premier lieu, nos ancêtres directs, les mammifères. Pendant toute l'ère mésozoïque, les mammifères furent condamnés à exister dans l'ombre de ces colosses. Ils restèrent des créatures principalement petites, pas plus grandes qu'un blaireau contemporain,
menant une vie principalement nocturne, se cachant dans des terriers et des fissures. Toute tentative de leur part de s'affranchir de cette niche étroite, de devenir plus grand ou plus actif durant la journée, était immédiatement étouffée, soit par les crocs acérés et mortels d'un dinosaure prédateur, soit par le poids écrasant de la patte d'un géant herbivore. Les dinosaures ont créé un monde où il n'y avait tout simplement pas de place au soleil pour les mammifères. Ce n'était pas seulement une domination, c'était une suppression systématique de toute concurrence potentielle pendant toute une ère géologique. Alors, quelle est la synthèse finale, la clé de l'énigme? Le phénomène des dinosaures réside dans le fait qu'ils ont été les premiers, et peut-être les derniers dans l'histoire de notre Terre, à avoir mis en œuvre un projet d'ingénierie planétaire totale. Ils n'étaient pas de simples rois, car les rois vont et viennent. Ils étaient la trame même de leur monde, son squelette porteur, son système circulatoire vivant. Leur histoire est un récit étonnant de la capacité de la vie à créer de l'ordre à partir du chaos primordial, de son pouvoir incroyable de remodeler des continents entiers et de diriger des flux d'énergie au fil d'époques géologiques inimaginables. Ils ont conçu un système si parfait, stable et englobant que sa destruction a nécessité une véritable conspiration d'une ampleur véritablement universelle, un impact simultané et synchronisé venu des profondeurs de la planète elle-même et des abîmes du cosmos froid et silencieux. Et même après cela, leur grandiose héritage n'a pas disparu sans laisser de traces, mais s'est simplement transformé, nous léguant leurs descendants directs, les oiseaux qui portent encore aujourd'hui ce même code source révolutionnaire, des os creux, des plumes et un système respiratoire unique avec des sacs aériens, comme un rappel vivant et palpitant de la plus grandiose et la plus tragique des empires de l'histoire de la vie sur Terre. Lorsque l'épaisse poussière de l'impact astéroïde s'est enfin déposée, un silence assourdissant et effrayant a régné sur la planète. Le pas tonitruant des géants et leur rugissement furieux qui secouaient la Terre et ne s'étaient pas tus pendant 150 millions d'années, se sont éteints pour toujours. Un monde nouveau était né, dévasté, ruiné, mais surtout absolument libre. Et ce fut le début du plus grand effet domino de l'histoire de la vie. La catastrophe qui anéantit les dinosaures se transforma en la grande libération pour nos propres ancêtres. Pendant toute l'ère mésozoïque, les mammifères furent, en substance, des citoyens de seconde zone, opprimés et cantonnés à l'ombre. Ils furent contraints de mener une vie discrète, principalement nocturne, restant de petites créatures semblables à des musaraignes, dont la principale stratégie évolutive consistait simplement à passer inaperçus et à éviter de se faire piétiner. La chute des géants les libéra de ce joug de 150 millions d'années. Tous les plafonds évolutifs disparurent. Pour la première fois de leur histoire, les mammifères émergèrent de leurs terriers et de leurs fissures, non plus seulement en quête de subsistance, mais en tant que potentiels maîtres de la planète. Ce tournant fut le point de départ de leur évolution explosive et fulgurante. Une chance sans précédent se présenta, et ils la saisirent pleinement, donnant naissance à toute cette incroyable diversité de formes de vie que nous observons aujourd'hui, des minuscules chauves-souris aux colossales baleines bleues. Et, en fin de compte, jusqu'à l'être humain lui-même. Notre propre civilisation, avec toutes ses réalisations, est une conséquence directe, bien que très lointaine, de ce même impact cosmique. La portée de cette catastrophe ne se circonscrirait pas, cependant, au seul règne animal. La disparition des reptiles dominants a provoqué une véritable révolution verte, planétaire. Dans l'imaginaire collectif, les forêts mésozoïques sont souvent perçues comme des enchevêtrements impénétrables, mais la réalité était quelque peu différente. La présence constante de dizaines de milliers de créatures herbivores, pesant plusieurs tonnes, fonctionnant comme de véritables ingénieurs paysagistes vivants et d'infatigables tondeuses à gazon,
exerçait une pression colossale et ininterrompue sur l'ensemble de la végétation. Les gigantesques sauropodes et les innombrables troupeaux d'hadrosaures n'étaient pas de simples consommateurs. Ils façonnaient activement les écosystèmes, empêchant les forêts de devenir des fourrés trop denses et impénétrables, et favorisant l'existence de vastes espaces ouverts semblables à nos parcs ou savanes actuelles. Avec leur disparition soudaine, cette pression constante et puissante s'est instantanément évaporée. Le monde végétal, libéré de ses principaux régulateurs et consommateurs, a commencé à se transformer rapidement. Partout sur la planète, en particulier sous les latitudes chaudes et tropicales, a débuté une croissance luxuriante et la formation de forêts denses, multistrates et humides, précisément le type d'écosystème que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de forêts tropicales humides. Ces forêts nouvellement formées, avec leur structure verticale complexe, ont à leur tour créé une myriade de niches écologiques entièrement nouvelles, en particulier dans la canopée arborée. C'est dans ces forêts luxuriantes et denses que débuta l'évolution rapide et intense des primates, un groupe de mammifères qui s'est avéré idéalement adapté à la vie dans les branches des arbres, exploitant l'espace tridimensionnel de la forêt. Ainsi, nous pouvons retracer une chaîne de causalité étonnamment claire et saisissante. La chute des dinosaures a conduit à l'épanouissement des forêts tropicales modernes, et l'émergence de ces forêts a été le catalyseur de l'apparition de nos propres ancêtres arboricoles, ce qui a finalement prédéterminé l'avènement de l'homme et de sa civilisation. Cette chaîne d'événements démontre avec éclat à quel point les destins de toutes les formes de vie sur notre planète sont étroitement entrelacés, et comment un acte en apparence achevé d'un drame grandiose peut modifier à jamais la trajectoire du futur. L'héritage de ces créatures colossales qui ont jadis régné sans partage sur notre planète ne se contente pas d'imprégner ses couches géologiques et ses processus biologiques. Il s'est également et discrètement enraciné au plus profond de la culture humaine, parfois dans des manifestations où l'on s'attend le moins à le déceler. Imaginez un être humain de la plus haute antiquité, qu'il soit nomade infatigable ou agriculteur sédentaire, qui, en cultivant la terre ou en explorant de mystérieuses anfractuosités, tombe inopinément sur un fémur fossilisé de dimensions gigantesques, comparable à sa propre taille. Ou bien un crâne colossal se dresse devant lui, orné d'excroissances osseuses en forme de cornes et parsemé de dents affûtées comme des dagues. Que pouvaient bien penser ces hommes, dépourvus de toute notion d'époque géologique grandiose et d'espèces biologiques disparues depuis longtemps? Leur logique les menait à une unique conclusion inévitable. Ils se trouvaient devant les vestiges de monstres. Il est fort probable que ce sont précisément de tels artefacts disséminés à travers le globe, des vastes étendues du désert de Gobi aux immenses plaines européennes, qui ont servi de source fondamentale à la naissance des mythes sur les dragons puissants, les griffons énigmatiques, les cyclopes à un œil unique et les géants de taille colossale. Il est à noter que la célèbre légende des griffons, ces créatures au corps de lion et à la tête d'aigle, pourrait être née de la découverte de fossiles de Protocératops en Asie. Ces anciens reptiles possédaient un bec puissant et une collerette osseuse caractéristique, ce qui aurait très bien pu être interprété par les anciens comme la combinaison idéale d'un oiseau de proie et d'une bête royale. Ainsi, chaque fois que nous nous plongeons dans l'univers de la fantasy, que nous assistons à un combat de dragons sur grand écran ou que nous racontons aux enfants un conte captivant sur des monstres mythiques, nous touchons, sans le savoir, à l'écho déformé et mythifié d'une ère mésozoïque révolue depuis longtemps. Au-delà de cela, nous puisons inconsciemment l'inspiration dans les étonnantes prouesses d'ingénierie développées par la nature à l'ère des dinosaures, les intégrant à nos technologies contemporaines. Prenez par exemple le squelette d'un grand théropode ou celui d'un ptérosaure gracile. Leurs os n'étaient nullement pleins. Ils présentaient une structure creuse unique, renforcée par un système complexe d'entretoises internes, connu sous le nom de trabécule. Cette solution de conception véritablement géniale
permettait d'atteindre une résistance maximale pour un poids minimal, un principe fondamental qui sous-tend toute l'ingénierie aérospatiale moderne et les développements architecturaux de pointe. Même la structure de la tour Eiffel, avec ses célèbres treillis ajourés, reproduit conceptuellement la structure interne complexe d'un fémur humain qui, à son tour, a hérité de ce principe efficace de nos plus lointains ancêtres. Quant au cou long et flexible du sauropode, soutenu par un système sophistiqué de tendons, de ligaments et de vertèbres allégées, il n'est rien d'autre qu'un plan idéal, éprouvé par l'évolution, pour la création d'une grue à flèche cantilever hautement efficace et stable, ou d'un pont majestueux. La bionique moderne, également connue sous le nom de biomimétisme, est un domaine scientifique à part entière qui étudie et adapte délibérément les solutions affûtées par la nature au fil de millions d'années pour les appliquer à nos technologies. Et les dinosaures, avec leurs adaptations uniques au gigantisme, au vol et à une locomotion exceptionnellement efficace, constituent pour les ingénieurs une source inépuisable d'inspiration et de solutions éprouvées à maintes reprises. Cependant, l'aspect le plus saisissant de leur héritage réside dans un paradoxe étonnant. La manière dont leur image a subi, au fil du temps, une transformation complète pour devenir son exact opposé. Lorsque la paléontologie n'en était qu'à ses balbutiements au XIXe siècle, les dinosaures étaient perçus par la communauté scientifique et le grand public comme le symbole éclatant d'un échec évolutif. Ils étaient associés à des reptiles massifs, maladroits et primitifs, une branche évolutive sans issue qui, pensait-on alors, s'était éteinte de manière tout à fait méritée, incapable de rivaliser avec des mammifères plus progressistes. Le mot même de « dinosaure » est devenu un nom commun, acquérant la signification de quelque chose de désuet, d'encombrant et voué à l'oubli inévitable. Mais la révolution scientifique qui s'est produite dans la seconde moitié du XXe siècle, baptisée la Renaissance des dinosaures, a radicalement, à 180 degrés, bouleversé cette conception établie. Il s'est avéré que ces créatures étaient loin d'être lentes et stupides. Elles étaient au contraire des animaux actifs, énergiques, souvent à sang chaud, dotés d'un comportement social complexe et d'adaptations étonnantes. Et c'est là que réside le profond paradoxe. Le principal symbole de l'échec, de l'impasse évolutive, s'est transformé en principal emblème de la réussite et d'une endurance inouïe. Des êtres qui ont dominé la planète pendant 150 millions d'années sont l'étalon d'une incroyable résilience évolutive et d'une adaptabilité remarquable. Aujourd'hui, le dinosaure n'est plus seulement un monstre préhistorique surgi des profondeurs du passé, mais un héros largement connu et populaire de la culture de masse, ainsi qu'un modèle scientifique essentiel pour l'étude de la biomécanique, de la physiologie et des conséquences à long terme des changements climatiques mondiaux. Leur image, après un long cheminement, a opéré une transition impressionnante, passant d'outsider à triomphateur incontesté. Ainsi, à travers les siècles et les millénaires, les géants de l'ère mésozoïque continuent de façonner, de manière invisible, notre vision du monde, nos technologies et nos récits culturels, laissant derrière eux une empreinte bien plus profonde et multiforme que nous n'aurions pu l'imaginer. Pourtant, l'héritage le plus important et le plus palpable de ces créatures colossales, qui régnaient jadis sans partage sur la Terre, ne se trouve ni dans les expositions des musées, ni dans les strates profondes des mythes anciens, ni dans les schémas d'ingénierie complexes. Il est vivant, il respire et il plane juste derrière nos fenêtres. L'ère des dinosaures, contrairement à une idée reçue, n'a en réalité jamais vraiment pris fin. Une de leurs branches évolutives, celle des théropodes à plumes de taille relativement petite, a réussi à survivre à la catastrophe mondiale et a finalement donné naissance à toutes les espèces d'oiseaux modernes, sans exception. Ce n'est pas une simple et jolie métaphore ou une comparaison poétique, mais un fait scientifique rigoureux et irréfutable, confirmé par une multitude de preuves. Chaque fois que nous observons un moineau agile sautiller sur le trottoir,
ou que nous voyons un pigeon gracieux s'envoler prestement d'une place urbaine, nous contemplons, en substance, un dinosaure vivant. Dans chaque détail de leur anatomie unique, des os étonnamment légers et creux, idéalement adaptés au vol, à la présence de l'os furcula, celui-là même que nous trouvons dans le poulet rôti, dans leur système respiratoire extrêmement efficace et unique, et bien sûr, dans leurs plumes, l'héritage de leurs ancêtres puissants et anciens est palpable et indissociable. Le rugissement redoutable et ébranlant la terre d'un tyrannosaure a cédé la place au doux chant mélodieux d'une mésange, mais la ligne génétique fondamentale qui relie le passé lointain et le présent est restée intacte. Nous avons pris l'habitude, par commodité, de diviser l'histoire de notre planète en différentes époques géologiques, mais ce n'est là qu'une de nos conventions, nous permettant de mieux nous orienter dans le temps. En réalité, nous ne vivons pas simplement à l'ère des mammifères. Nous continuons d'habiter l'ère des dinosaures, que nous avons simplement rebaptisée aujourd'hui l'ère des oiseaux. Et c'est peut-être la conclusion la plus profonde et la plus instructive de leur longue histoire de 150 millions d'années. Même les empires les plus puissants ne disparaissent pas toujours sans laisser de traces. Parfois, ils trouvent simplement une nouvelle voie pour exister en conquérant les cieux. L'histoire des dinosaures, à première vue, semble infiniment lointaine de notre modernité, enveloppée d'un voile d'une antiquité profonde, n'ayant, en apparence, rien en commun avec le monde des smartphones de haute technologie, des systèmes complexes d'intelligence artificielle et des marchés mondiaux interconnectés. Cependant, c'est une dangereuse illusion. Si l'on y regarde de plus près, leur grandiose saga n'est pas seulement une chronique des temps révolus. C'est comme un miroir dans lequel se reflète, avec une clarté effrayante, notre propre présent, rempli de défis et d'inquiétudes. Les dinosaures vivaient dans un monde qui a été irrémédiablement détruit par une série de chocs mondiaux interconnectés. L'étouffement lent et progressif de l'atmosphère par les gaz volcaniques, le changement climatique dramatique et rapide, et finalement, l'impact soudain et catastrophique d'un corps céleste qui a modifié la face de la planète. Leur monde florissant s'est avéré étonnamment fragile face à de telles forces naturelles titanesques et incontrôlables. Aujourd'hui, à l'ère que les scientifiques appellent de plus en plus sérieusement l'Anthropocène, une ère façonnée par l'influence humaine, nous créons de nos propres mains notre propre crise mondiale généralisée. Nous modifions le climat de la planète à une vitesse sans précédent, détruisons des écosystèmes fragiles et, en substance, provoquons la 6e extinction de masse des espèces biologiques dans toute l'histoire de la Terre. La différence essentielle et la plus significative entre nous et les dinosaures réside uniquement dans le fait qu'ils ont été des victimes passives et impuissantes d'une catastrophe qu'ils ne pouvaient ni prévoir, ni même comprendre dans son ampleur réelle. Nous, en revanche, sommes à la fois les architectes de cette crise et ses premiers témoins conscients, comprenant pleinement les conséquences potentielles de nos actions. Quelle est donc la leçon la plus importante, la plus discrète mais aussi la plus profonde que nous puissions tirer de leur étonnante saga de 150 millions d'années? Elle ne se résume absolument pas au cliché rebattu et simpliste du « adapte-toi ou meurs », trop souvent une interprétation réductrice de l'évolution. Son essence véritable est bien plus profonde et subtile. La leçon que nous offrent les dinosaures est une mise en garde solennelle face aux périls qui se dissimulent dans une perfection apparente et face à l'illusion de toute stabilité. Leur empire grandiose fut érigé sur les fondations d'une taille colossale, d'une puissance inégalée et d'une spécialisation biologique au degré suprême. Ils étaient parfaitement, presque impeccablement adaptés aux conditions de leur monde. Les solutions évolutives qu'ils avaient trouvées semblaient absolues, la quintessence de la perfection. Leur corps constituait de parfaites machines biologiques et leurs écosystèmes des rouages idéalement huilés et équilibrés. Cependant, c'est précisément cette perfection apparente qui sonna leur glas. Ils s'étaient intégrés si pleinement et harmonieusement à l'ordre mondial existant que,
Lorsque les règles du jeu fondamentales commencèrent à changer radicalement, d'abord avec l'apparition et la propagation fulgurante des plantes à fleurs, entraînant des bouleversements dans les chaînes alimentaires, puis sous les coups dévastateurs des catastrophes mondiales, ils se sont retrouvés irrémédiablement prisonniers d'un piège métabolique et évolutif. Leurs points forts d'antan, leur taille imposante, leur puissance inouïe, leurs régimes alimentaires ultra spécialisés, se sont métamorphosés du jour au lendemain en leur faiblesse cardinale et fatale. Ils étaient trop grands pour trouver un abri, trop gourmands en énergie pour survivre à de longues périodes de famine, et trop spécialisés pour se tourner rapidement et efficacement vers des sources de nourriture entièrement nouvelles et inconnues. Et, peut-être, c'est précisément dans cette résurgence inattendue de leur image, de même que dans les avertissements prophétiques quant au danger d'un progrès inconscient, que réside leur message le plus crucial et intemporel pour celles et ceux qui leur ont succédé. La véritable résilience, comme il s'est avéré, ne réside absolument pas dans une force inébranlable, ni dans une optimisation poussée à son paroxysme sans précédent, et taillée sur mesure pour des conditions bien spécifiques. Son essence même réside dans les principes de flexibilité, de diversité et la nécessité impérieuse d'un plan B, soit des stratégies de survie alternatives. Ceux qui ont réussi à survivre, les petits mammifères agiles et vifs, ainsi que leurs compagnons d'infortune, les oiseaux apparus plus tard, étaient loin d'être les créatures les plus parfaites et les plus puissantes de l'ère mésozoïque. Ils étaient, avant tout, des opportunistes, capables de saisir la moindre occasion qui se présentait. Ils pouvaient se nourrir de presque tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin, des plus petites graines aux insectes les plus tenaces jusqu'à la charogne. Ils avaient la capacité de se cacher dans les refuges les plus discrets, dans des terriers étroits, des fissures rocheuses profondes, des troncs d'arbres creux. Leur taille modeste et leur métabolisme extrêmement rapide leur permettaient de subsister en se nourrissant de simples miettes et de restes disponibles dans un monde dévasté, autrefois peuplé de géants. Ils n'avaient pas une seule et unique stratégie d'une ingéniosité aveuglante. Au lieu de cela, ils disposaient d'une multitude de tactiques de survie modestes en apparence, mais étonnamment efficaces. Tandis que les dinosaures avaient mis absolument tous leurs œufs dans le même panier, pariant sur une seule et unique carte, celle d'un monde stable et absolument prévisible, les espèces biologiques survivantes avaient sagement diversifié leurs risques. Ils étaient, si vous me permettez la métaphore, des start-up biologiques qui ont réussi non seulement à survivre, mais à prospérer lors de l'effondrement global des corporations géantes et lourdaudes du monde préhistorique. Transportons-nous à présent dans notre ère et portons notre regard sur nous-mêmes. Notre civilisation mondiale, avec ses chaînes d'approvisionnement incroyablement complexes et intrinsèquement liées, avec sa dépendance critique envers quelques sources d'énergie essentielles, avec son agriculture monoculturelle dominante, tout cela représente le triomphe incontestable de l'optimisation et de l'efficacité. À l'instar des dinosaures préhistoriques, nous avons bâti un système étonnamment complexe et d'une grande efficacité qui semble idéalement adapté aux conditions mondiales actuelles. Cependant, c'est précisément ainsi que nous l'avons rendu incroyablement fragile et vulnérable. Nous sommes devenus semblables aux redoutables tyrannosaures, gigantesques, puissants, au sommet de la chaîne alimentaire et absolument convaincus de sa propre invulnérabilité. Mais qu'adviendrait-il de notre système si méticuleusement élaboré si l'un de ses maillons fondamentaux et cruciaux, qu'il s'agisse d'un climat stable, de récoltes abondantes ou d'un approvisionnement énergétique ininterrompu, venait soudainement à connaître une défaillance catastrophique? L'histoire des dinosaures, tel un écho silencieux venu du passé, nous enseigne avec insistance que tout système ayant atteint son sommet de spécialisation, tout en perdant sa flexibilité cruciale, devient inévitablement extrêmement vulnérable aux chocs systémiques. Et ces chocs, comme l'histoire le démontre,
surviennent toujours à l'improviste, sans laisser le moindre temps de préparation. Il serait toutefois injuste de clore ces réflexions sur une note exclusivement sombre et désespérée. Car l'histoire des dinosaures n'est pas seulement un récit tragique de disparition massive, mais aussi une grande parabole du renouveau éternel, de la force indomptable de la vie. Leur fin, bien que catastrophique, est paradoxalement devenue un nouveau commencement pour nous, pour l'ensemble du monde des mammifères. La catastrophe qui les a impitoyablement effacés de la surface de la Terre a balayé la scène mondiale pour l'émergence de nouveaux acteurs et l'incarnation d'idées évolutives absolument inédites. La vie, confrontée à une quasi-extermination, n'a pas capitulé et n'a pas cessé d'exister. Elle a trouvé de nouvelles voies, auparavant insoupçonnées, a engendré d'innombrables formes nouvelles et finalement a créé ce monde où l'émergence et le développement de l'intelligence sont devenus possibles. C'est en cela que réside le grand et inexorable pool de l'évolution. Les époques se succèdent sans discontinuer, des mondes entiers naissent et à leur tour disparaissent. Mais la vie elle-même, telle une force inébranlable et indomptable, poursuit sa route, devenant à chaque cycle toujours plus complexe, toujours plus diverse et, assurément, toujours plus fascinante. Et c'est sans doute là que réside la conclusion la plus capitale, la plus humble et en même temps la plus inspirante de toute cette histoire grandiose. 150 millions d'années de règne sans partage des dinosaures nous semblent une véritable éternité, une durée à peine concevable. Mais à l'échelle de 4 milliards et demi d'années d'histoire de notre planète, ce n'est qu'un seul chapitre, une partie relativement minime dans le gigantesque livre, semblant infini, de la vie. Notre propre histoire, celle de l'humanité, n'est que quelques phrases écrites sur la dernière page de ce chapitre. L'histoire des dinosaures est, à n'en pas douter, une piqûre de rappel contre l'orgueil démesuré. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres absolus de cette planète, ni le couronnement de la création. Nous ne sommes qu'une des innombrables expériences de la nature, des gardiens temporaires de ce monde fragile et précieux, ayant reçu un don incroyable, la raison, capable non seulement de comprendre son passé, mais aussi d'essayer d'anticiper son avenir possible. Et ce que sera le prochain chapitre de ce livre qui s'écrit sans cesse dépend, pour la première fois de toute l'histoire de la Terre, non pas du jeu aveugle et indifférent des astéroïdes et des volcans, mais exclusivement de notre propre choix conscient.